Sex and drugs and rock and roll. Ah bah non. Non, être rock, ça concerne une musique. Le rock, c'est une musique avec des bases, des fondamentaux, avec des règles, basse, guitare, batterie. Voilà, le rock, c'est une musique à base de basse, guitare, batterie. Ça, on ne changera pas. Donc oui, on peut dire, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on peut dire, tiens, moi, j'écoute les pubs, c'est rock. Les musiques des pubs sont rock. Donc c'est vrai que ça pose un problème. Non, parce que, comme je le disais, je ne l'ai pas dit pendant le débat qu'on vient de faire, mais c'était une notion importante. Il y avait cette notion. On va, nous les rockers, on va balayer la planète, on va faire table rase du passé, on va installer un monde 150% rock'n'roll. Et on n'aura plus, c'est pas et on tuera tous les affreux, mais c'est un peu ça quoi. Et vous n'aurez plus jamais besoin d'écouter de l'accordéon. Voilà, il y avait ça d'implicite quand les premiers rockers arrivaient. Sachant que les premiers rockers, ils arrivent dans un monde dominé par la pop, pop américaine, les crooners, Frank Sinatra, Perry Como, les accordéonistes en France, hein, Aimable, André Verschuren, qui sont les plus gros vendeurs de disques concrètement, et les gens qui en faisant des balles tous les samedis, tous les dimanches gagnent des fortunes. C'était ça le monde où le rock est arrivé. C'était un monde où il y avait une espèce de variété, un ventre mou variéteux. À base, il y avait des talents, il y avait Tino Rossi, il y avait Jacques Brel, enfin il y avait des trucs, il y avait de la chanson, voilà, et tout ça. Mais le rock a fait l'effet d'un coup de tonnerre, enfin d'un seul coup. Entendre une guitare électrique à la radio, fût-ce la guitare de Johnny Hallyday, mais ça signifiait beaucoup pour des enfants qui étaient élevés dans un monde culturel extraordinairement opaque et passéiste, quoi. Voilà, donc c'était ça la promesse du rock. C'était non seulement on arrive, on a notre musique, mais on va dégager les autres. Il y avait ce côté, voilà, le rock devait avancer, marquer des points, battre des records, toujours. Nos groupes étaient entraînés comme ça, les groupes de rock, les Stones, les Who, les Zeppelin, c'était pas des mecs qui avaient envie que ça se passe moyen, ils cherchaient pas la défaite. Eux, ils étaient vraiment dans une logique de battre des records pour cette musique, hein. Mais non, mais il n'y a pas de trahison, il y a des carrières, à un moment vous arrivez, vous créez un événement par votre simple éruption, et alors après, effectivement, on va passer notre temps, tout le monde passe son temps à dire il a trahi le rock quand il a chanté du twist, hein, quoi? Allô, à quelle heure? Mais à quelle heure il a trahi le rock? Attendez, moi je voudrais comprendre, vous voyez, c'est pas Kouchner qui dit je renie absolument tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est un chanteur qui essaye d'enregistrer un twist, c'est pas la trahison, parce que il y a ce côté puriste qui fait que dès 1956, beaucoup de gens disent attendez, la musique rock est morte avec Buddy Holly. Et du coup, ah bah voilà, c'est clair, maintenant c'est clair. On peut écrire des bouquins, on peut faire nos thèses, on peut aller à l'université avec le truc sous le bras, il est mort. Et il y a eu cette tentative régulière. Là maintenant, aujourd'hui, c'est pas pareil. On vit dans une nouvelle circonstance où carrément le rock, il y avait les rockers d'un côté, puis il y avait les industriels du rock, les maisons de disques. Or les maisons de disques ont fermé le rideau de fer, elles sont mortes, elles ont été tuées par la copie. Le truc que tout le monde voulait, voilà, ça y est, on y est, et on les a tuées, on les a liquidées, elles sont mortes, elles sont finies, ils ont perdu 60% de leur chiffre d'affaires. Voilà, aujourd'hui, c'est une... Donc aujourd'hui, on est dans un nouveau monde où vous pouvez aller chez des gens qui ont des disques de Black Sabbath et des disques d'Adèle et des disques et peut-être même un vieux Claude François qu'ils aiment bien, et c'est pas antinomique. À une époque, mais vous arriviez chez un mec, il avait un Claude François, vous disiez au revoir, salut, je me casse, écoute ta merde, je veux pas être là, je veux pas être vu avec toi, mec. Voilà, c'était ça là. Aujourd'hui, on a appris la tolérance. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Vous voyez, est-ce que ça fait du bon rock? Non. D'ailleurs, et puis surtout, on est dans un monde où on n'a plus le droit de dire ces choses, de dire moi, telle musique me fait chier. Oh, vous allez vous mettre à dos les amateurs de Gouga Gouma, ce n'est pas possible, vous voyez. Même les groupes de rock avaient une espèce d'outrecuidance, d'insolence qui aujourd'hui n'est plus conseillée par le marketing. Oh là 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 là, vous allez surtout ne dites rien. Donc quand on conseille les gens de ne rien dire, bon bah faut pas chercher des messages cachés non plus, hein, voilà.
Non, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde marketing, on est dans un monde de consommation, vous voyez, tout est... Voilà, aujourd'hui, voilà, il y a du hard cash, faut aller le chercher, couteau entre les dents, vous voulez aller le chercher en faisant du rock, allez-y mon vieux, du moment que vous en ramenez. Du moment que vous en ramenez, vous nous ramenez quoi? Vous voyez, si c'est Metallica, vous remplissez le Stade de France, super, très bien. Non, mais si vous êtes un jeune groupe qui commence, vous n'arrivez pas à remplir le Gibus, parce que tout, à une époque, on pouvait dire, sachez que le groupe qui n'a joué que au Gibus, c'était eux les meilleurs, c'était pas ceux qui passaient au Stade de France, et c'était un discours qui passait, que nous, les rock critiques, on avait mis au point, où on expliquait aux gens que Captain Beefheart et Frank Zappa, en dépit de ventes ridicules, souvent dans le cas de Captain Beefheart, et c'était lui quand même le plus important du XXe siècle, peut-être. Et ça passait. Il y a des gens qui le croyaient, qui le soutenaient, et que des gens comme Robert Wyatt, qui n'avaient pas affolé les palettes de vente, on n'avait pas manqué exactement de son album, mais son album s'était imposé lentement, tranquillement, et on avait les chiffres pour le prouver. Aujourd'hui, je serais bien normal de vous dire qui a copié quoi, combien de fois, et qui surtout l'écoute, parce qu'on apprend qu'il y a des gens qui ont copié 3 millions de morceaux, qui les ont détruits, parce qu'ils n'avaient pas le temps de les écouter. On apprend qu'il y a des comportements où des types, si on recopie tous les concerts du Grateful Dead disponibles sur internet, ça représente une telle somme d'heures que personne n'aurait... Enfin, il faudrait une vie maintenant pour tout écouter, vous voyez, donc c'est très... Il y a des gens qui s'y attachent et qui font ça. Alors, voilà, ça permet des comportements bien délirants, comme bien nerdiques. Voilà, ça permet des comportements nerdiques. Maintenant, on ne sent pas exactement la foule en train de s'assembler, etc. Mais ça fait, on arrive encore à camoufler notre misère parce qu'il reste quelques grands anciens qui font de l'animation encore. Tant que vous avez un Paul McCartney, un Iggy Pop, les Stones éventuellement ou pas, mais quand même Roger Waters, ancien Pink Floyd, qui donne The Wall aux quatre coins de la planète à guichet fermé. Bon, le message continue à passer, mais je pense que dans 5-6 ans le message, il n'y aura plus personne, parce que les gens qui font passer le message en ce moment sont plus des 58 ans que des 28, et donc ça pose le problème de qu'est-ce que vous aurez comme musique dans une décennie. Il y aurait peut-être plus Iron Maiden, Kiss, Black Sabbath, ça paraît impossible même. Hein. Dans l'état où ils sont actuellement, ça paraît difficile d'envisager une tournée des stades de Black Sabbath en 2022. Hein. Donc c'est ça qui est... Et voilà, c'est la fin, faut le dire, c'est la fin d'un exercice, quoi. Alors là, on est en train de passer tout au crible. Voilà, est-ce qu'on a tout bien écouté, tout bien vu? Voilà. Moi, je vois des bouquins gonflés qui viennent du rock, oui, le livre sans nom, je vois beaucoup de choses. Je vois des gens qui sont oui, rock, oui, il y a toute une littérature rock, bien sûr, plus que jamais. Il y a plus de livres sur le rock. Cette année, j'ai reçu plus de livres sur le rock que de disques de rock au bureau de Rock et Folk. Donc je reçois presque tous les jours des gens qui réorganisent le monde à leur vision. Ça a commencé avec François Bon, cette espèce d'écrivain populaire là, qui est venu nous expliquer les Stones. Très bien. Puis après Led Zeppelin, ah bon, et maintenant Bob Dylan, pourquoi pas. Et puis tout le monde s'est découvert finalement, les limites sont floues. Vous avez acheté 30 disques dans votre vie, vous pouvez nous en faire un livre en nous racontant ces découvertes. Beaucoup de gens font ça, beaucoup. Je crois que le rock, encore une fois, sert à des gens à dire « Ok, je vais prendre la parole au nom du rock ». Je ne parle pas de moi, je vous parle du rock. Et c'est pas mal, c'est bien. Disons que au moins ça fait le boulot, en ce cas. Non mais c'est vrai, on voit alors, il y a les livres, j'ai pas catégorisé, mais bon, qu'est-ce qu'on a? On a des bios, hein, on a des grosses bios, bio de Bowie, bio de Queen, biographie du Velvet, 3 bouquins sur le Velvet l'an dernier, incroyable, hein. Led Zeppelin, enfin là encore, c'est pratiquement, on retrouve cette année, il y a une pléthore de livres sur les Beatles, mais si les Stones se reformaient pour fêter leurs 50 ans, on verrait arriver un raz-de-marée estonien. Voilà, bon, c'est
pas, je veux dire, c'est pas grave, hein. Il y a des guides de disques comme moi. Ce que j'essaye modestement, je propose un guide du disque. En fait, moi, je n'essaye pas de raconter ma vie à travers les disques. J'essaye de raconter l'histoire du rock à travers les disques. Voilà. Et puis, il y a les livres de souvenirs, très intéressants aussi, puisque des gens comme Keith Richards a pulvérisé tous les records de vente en France avec sa biographie. Mais il y en a qui sont même pas traduites, comme la biographie du guitariste de Black Sabbath, Tony Iommi, que moi je trouve un livre mais formidable. On voit vraiment surgir un bonhomme qui a consacré toute sa vie au rock et qui raconte vraiment sous un angle qui est pas très glamour, qui est vraiment au cul du camion, où il a passé sa vie avec des roadies dans un camion, cet homme-là. C'est quand même une sacrée trajectoire, quoi, d'avoir donné du plaisir à autant de gens, d'être dans Black Sabbath, le groupe incroyable. Bon, voilà, donc oui, il y a une littérature rock plus que des disques, clairement. Oui, alors la rétromania, bon, vous voyez le type, j'ai rencontré Simon Reynolds, lui-même, il va moins loin que ses commentateurs, parce que dire qu'on est dans le rétro, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Tous les groupes ont toujours basé leur musique sur quelqu'un qui était généralement 20 ans avant. Les Stones, c'était sur Muddy Waters, et les groupes qui arrivaient 20 ans après les Stones, ils se basaient sur les Stones, et puis les groupes qui arrivent aujourd'hui, ils se basent sur les Sex Pistols, qui se basaient sur... Voilà, donc c'est normal, je veux dire, vous prenez généralement des trucs qui se sont passés il y a 20 ans, quand vous êtes un jeune de 17-18 ans, et vous dites comment je pourrais réarranger ça à ma manière, etc. Toute la vague du Gibus, c'était un réarrangement, les groupes, les bébés rockers, ce qu'on appelait les bébés rockers, les Nas, les Brass, les Second Sex, c'était un réarrangement du rock garage punk. Ils avaient regardé tout ça, ils disaient comment on pourrait refaire ça aujourd'hui? Tiens, on pourrait avoir les habits des Kings, les guitares des machins, la culture des Standles, voilà. Bon voilà, c'est normal, vous faites votre bric-à-brac adolescent, vous vous inspirez de certaines choses, il y a des choses qu'on collait au mur, et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est ça, c'est de voir ce qui les intéresse aujourd'hui dans ce qu'on a laissé, ce grand bric-à-brac pucier qu'on a laissé derrière nous. Pourquoi des gamins se fascinent pour les Stooges? Comment, en milieu des millions de disques disponibles, ils ont compris que c'était eux les meilleurs? La façon de jouer un peu entre le jazz et le métal, un peu cette espèce vraiment de manière purement rock de Detroit, qu'avaient les rockers de Detroit, de durcir le trait. Alors à l'époque, tout le monde disait mais ils sont fous, pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont aussi violents, aussi belligérants, pourquoi Iggy Pop il est torse-poil, pourquoi? Et aujourd'hui, ça semble une évidence, quoi. Voilà, c'était comme ça qu'il fallait le faire ça a tellement impressionné l'époque que ça continue même à déflagrationner sur la nôtre. C'était pas une émission de télé-réalité. Je répète, c'était un télé-crochet. On filmait pas Madame Amandine sous sa douche. On n'a jamais vu Lio à poil. Enfin, vous, non, nous si, parce qu'on vivait avec elle. On était dans la loge. C'était sa tenue préférée et on va pas l'en empêcher. Mais ce n'était pas une émission de télé-réalité. C'était une émission qui avait commencé comme un télé-crochet, ce qui a toujours existé. Hein. Je me rappelle, Michel Polnareff a été découvert dans le télé-crochet du Golf Drouot à la locomotive. Hein. Donc voilà. Et donc c'est une réalité. Alors après ça, il y avait, quand j'ai rejoint cette émission, quand ils m'ont demandé d'y aller en 2008, c'était pas pour des remises en cause, c'est que tout le monde chantait du rock. Là, voilà bien la chose. C'est-à-dire qu'en 2000, l'émission avait commencé en 2000, et les gens chantaient des chanteuses dont je sais même pas le nom, enfin des trucs affreux, Catherine Lara, des trucs comme ça, quoi. C'était... Manoukian m'a dit à Marseille, 70 candidats, 65 font du Catherine Lara. C'était les mecs à la fin de la journée, là. Bon, et puis ça a changé à cause d'Internet, à cause des blogs, à cause des forums, à cause de MySpace. Quoi, tu connais pas ça, mais écoute ça. Tiens, Leonard, il y avait 3 guitares, Blue Oyster Cult aussi. C'est quoi Blue Oyster Cult? Écoute, machin. Bon, voilà que d'un seul coup, alors que moi je m'escrime depuis 1974 essayer de raconter cette culture, tout le monde la découvre comme ça, elle est là, il n'y a plus qu'à l'écouter. Tout le monde trouve ça formidable aussi, c'est ça qui est bien. Et je vais pas me battre, voilà, génial. Tout le monde... Voilà que les candidats de la Nouvelle Star se mettent à chanter Tommy, Metallica, mais vraiment, hein, moi j'ai pendant 3 ans où j'ai fait ce télécrochet, je rappelle télécrochet, je notais tout ce que les gens chantaient. Et le soir dans ma chambre,
me disait ça ressemble au sommaire de mon journal. Je voyais The Police, je voyais les Stones, je voyais les Who, je voyais Camélia Jordana qui arrivait en nous chantant du Carla Bruni, quelqu'un m'a dit. Enfin, c'était, puis après, elle disait, puis maintenant, je vais faire Substitute des Who. Ah bon, je ne me souvenais pas des paroles, moi je les connaissais. Enfin, ouais. Bon, j'avais vraiment, ma fonction me semblait claire, quoi. Il y avait, tout le monde s'était mis à passer rock. Le truc, D'ailleurs, ça s'est vu puisqu'on a eu des candidats qui ont chanté du Sex Pistols, voilà, ça avait viré de bord. Mais on a vu arriver des gars qui chantaient du Metallica ou qui chantaient du Muse. Voilà les trucs aujourd'hui que chantent les jeunes aspirants chanteurs. C'est ça leur monde, c'est ça leur culture, quoi. Donc, il fallait quelqu'un pour faire le boulot. Je l'ai fait.